Igne, comment on pose un diagnostic de syndrome de Tourette? Donc, le diagnostic du syndrome de Gilles de la Tourette se pose avec des critères diagnostiques par un médecin. Donc, le médecin fait une histoire des symptômes et ce que ça prend, c'est plusieurs tics moteurs et un tic vocal, ou on peut aussi dire des tics sonores, au moins, pendant plus d'1 an chez un enfant qui a moins que 18 ans. Et ensuite, on fait un examen neurologique pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres conditions neurologiques qui peuvent causer les tics. Quand on pose le diagnostic de tic qui est fait par le médecin qui évalue l'enfant, cet examen neurologique et l'histoire clinique est très important parce que le diagnostic se pose uniquement sur ça. Il n'y a aucun test qui peut confirmer actuellement ou infirmer un diagnostic de Tourette. Donc, ça repose vraiment sur l'évaluation du médecin de poser le bon diagnostic. Comment on peut faire la différence entre un enfant qui clignerait des yeux, parce que c'est quand même assez courant qu'on cligne des yeux, et un vrai diagnostic pour un syndrome de Tourette? C'est vraiment la durée et le nombre de tics qui fait la différence. Donc, un enfant qui cligne seulement des yeux pendant plus d'1 an, on parle d'un tic moteur chronique. Si un enfant n'a pas encore atteint le 1 an de ces tics, on parle d'un trouble de tic provisoire et ça va dépendre si l'enfant va continuer de faire des tics. D'accord. Et j'imagine que ces tics-là, ça doit évoluer dans le temps? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est typique des tics, c'est qu'ils ont un patron de fluctuation dans le temps et cette fluctuation peut se faire dans une journée où on a un moment de la journée où on en a plus, dans le fond, un certain moment dans le mois qu'on en a plus. Et on essaie actuellement de comprendre pourquoi on a cette fluctuation-là. Bien sûr que le stress influence beaucoup, donc on voit ça à la rentrée scolaire, l'approche de Noël maintenant, il y a beaucoup plus de tics chez nos enfants. Dans des changements de vie, tout ça, il y a plus de tics. Oui. Et j'imagine aussi qu'il y a différents degrés de syndrome de Tourette. Est-ce qu'il y en a qui sont tellement légèrement atteints qu'on le voit à peine, puis d'autres où c'est flagrant? Dans le fond, au niveau du temps, ça change. Donc, les enfants commencent vers l'âge de 4 à 6 ans à présenter des tics normalement. Vers l'âge de 10 à 12 ans, on a vraiment le pic. Normalement, c'est là que les enfants ont le plus de tics dans leur vie. Et ensuite, vers l'âge adulte, à 18 ans, ça commence à s'estomper. Pour pouvoir parfois complètement disparaître aussi. Tout à fait. Donc, on dit dans la littérature que de 60 à 80% des gens en âge adulte qui avaient des tics quand ils avaient le syndrome de Gilles de la Tourette en enfance ont des tics qui ne leur dérangent pas du tout dans leur vie quotidienne, même voire qu'ils ne les remarquent pas. Et pourquoi, à votre avis, il y a des gens qui développent ça, justement, le syndrome Gilles de la Tourette? Est-ce qu'on sait? Il y a beaucoup de recherches qui se font à ce niveau-là. Actuellement, les deux hypothèses, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau d'une boucle du cerveau où le cortex parle aux noyaux gris centraux et on pense que cette boucle-là ne fonctionne pas bien. Et normalement, dans le cerveau, le cortex parle aux noyaux gris centraux avec des neurotransmetteurs. Donc, on pense qu'il y a un dysfonctionnement dans les neurotransmetteurs de dopamine et de GABA, par exemple. Mais en dessous de ça, pourquoi il ne fonctionne pas bien? On croit que, premièrement, il y a une prédisposition génétique. Dans les familles, on le voit très bien que parfois un parent est atteint d'un syndrome Gilles de la Tourette ou des tics. Et l'enfant va l'être aussi. Et l'enfant aussi. Ou parfois, on voit dans les fratries, on voit que les frères et sœurs, qu'il y en a aussi qui sont atteints. Donc, il y a des études chez des jumeaux et dans des familles qui ont démontré qu'il y a une composante génétique. Mais ce n'est pas la seule cause, on croit. Donc, on pense aussi qu'il y a une interaction avec l'environnement, possiblement notre système immunitaire. Donc, on pense que c'est une combinaison de ces deux facteurs-là qui font qu'on développe des tics. Mais il y a actuellement beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine-là pour mieux pouvoir comprendre exactement cette interaction-là. Justement, c'était une de mes questions. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus? Absolument. Il y a des équipes mondiales en Europe. Il y a plusieurs équipes aux États-Unis
On a des congrès de Tourette une fois par année où les chercheurs échangent sur cette condition. Donc, absolument, c'est un domaine où on fait beaucoup de recherches. D'ailleurs, un de mes rôles ici à la clinique de Tourette, ce serait de développer plus de recherches au niveau de la génétique et aussi au niveau des médicaments. Vous avez expliqué un peu plus scientifiquement la cause ou les causes, mais quand un enfant, justement, vous avez à lui annoncer ce diagnostic-là, quel mot vous utilisez pour qu'il comprenne? On essaie d'expliquer aux enfants qu'il y a une erreur dans les messages qui se font dans le cerveau, entre deux parties du cerveau, qui mène à un problème de lumière, de stop. Donc, c'est-à-dire que les enfants ont plus de difficultés à arrêter les mouvements. Donc, c'est comme s'il n'y a pas assez de feu rouge pour les messages qui se promènent dans le cerveau. Et c'est important de mentionner que c'est pas de leur faute et qu'ils ne font pas exprès de faire ça. Est-ce qu'il y a un grand pourcentage de la population qui est atteint de ça? Je me rends pas compte. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui. Donc, c'est sûr, comme neurologue qui est spécialisé en troubles de mouvement, moi, je vois des tics partout. C'est très fréquent. À peu près 20% des enfants ont des tics. Donc, c'est-à-dire un enfant sur 5 dans une classe d'école. Souvent, ça va être des tics qui sont transitoires, donc qui ne durent moins qu'un an. Mais en termes du syndrome Gilles de la Tourette en tant que tel, la fréquence est estimée à peu près entre 0,6 et 1%. Donc, ça équivaut à un enfant sur 100 qui aura un syndrome Gilles de la Tourette. Ce pourcentage, il y a une marge parce que chez les garçons, c'est plus fréquent. C'est ça, il y a plus de garçons que de filles qui en sont atteints. Oui. Donc là, vous dites que 20% de la population qui ont des tics, oui, mais qui n'ont pas nécessairement la Tourette. Tout à fait. Donc, dans le fond, tout à l'heure, quand je parlais du diagnostic différentiel, donc des différentes diagnostics qui peuvent ressembler au syndrome de Gilles de la Tourette, on a des tics moteurs chroniques ou des tics vocaux chroniques. Ce sont juste des tics isolés qu'on a pendant plus d'un an. Mais on a aussi un trouble de tics transitoire où on peut avoir des tics pendant une courte période, donc 3 mois. Donc, après, ça s'estompe. Exactement. Donc, dans ce 20%-là, ça comprend tous ces enfants-là. Donc, la plupart des enfants vont avoir un tic transitoire qui ne durera pas plus qu'un an, il n'y aura pas de diagnostic de syndrome Gilles de la Tourette. Mais, autre que les tics peuvent ressembler à d'autres mouvements. Donc, le plus fréquent, il s'agit des stéréotypies. C'est des mouvements aussi stéréotypiques. C'est des mouvements aussi rapides et stéréotypés, donc c'est le même pattern de mouvement, mais qu'on voit généralement chez les enfants plus jeunes, qui commencent vers l'âge de 2 ans. Et souvent, il y en aurait moins de gamme de mouvements. Donc, ce serait juste 1 ou 2 mouvements que l'enfant a, il va démontrer surtout quand l'enfant est excité. Donc, on voit souvent les petits-enfants, quand ils sont très contents, quand ils écoutent une émission de télé, ils vont secouer des mains comme ça. Ça, c'est plutôt une stéréotypie plutôt qu'un tic. D'accord. Et un enfant, justement, atteint du syndrome Gilles de la Tourette, peut-il avoir une vie normale? Oui. Est-ce qu'il peut aller à l'école et bien réussir? Est-ce qu'il peut avoir des amis, tout ça? Plus de 60% des enfants qui ont un syndrome de Gilles de la Tourette vont mener une vie comme les autres, avec des moments parfois plus difficiles quand les tics sont plus importants. Et ça va également dépendre un peu des comorbidités, et on va en parler plus tard, qui sont associés à un syndrome Gilles de la Tourette. Des comorbidités, donc c'est des troubles qui sont associés à ça. Exactement. Comme le TDAH. Comme le TDAH, un trouble obsessif compulsif aussi.